On va y aller. Alors, je voulais, en introduction de cette session, je voulais rappeler quelque chose qui s'est passé le 24 avril 2013. Donc, c'est bientôt 5 ans. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui savent ce qui s'est passé le 24 avril 2013 à Dhaka, au Bangladesh. Il y a un immeuble, il n'y avait que des ateliers de confection qui s'est effondré. Qui a fait 1127 morts et 2500 rescapés en très mauvais état. Et cette histoire du Rana Plaza, en fait, en dit long sur des ateliers où travaillaient des gens pour peu d'argent, très peu d'argent, dans des conditions donc extrêmement précaires, pour des marques comme Mango, Benetton, Carrefour, Auchan, etc. Et donc on avait cette espèce de déséquilibre entre des marques mondiales et un endroit où des gens travaillaient, comme dit l'OIT, l'Organisation internationale du travail, où travaille Guillaume Delautre, c'était des travailleurs vulnérables. On va commencer par vous, Guillaume Delautre, puisque vous travaillez, donc, je l'ai dit, à l'Organisation internationale du travail, qui est une organisation internationale qui va bientôt fêter ses 100 ans, puisqu'elle a été fondée en 1919, c'est ça? Et qu'elle a 187 membres, pays membres. C'est une organisation intéressante parce qu'elle est tripartite. C'est la seule organisation où il y a à la fois des gouvernements, des salariés et des entreprises. Alors, selon vous, comme selon l'Organisation internationale du travail, Guillaume Delautre, qu'est-ce que c'est que le travail décent et comment est-ce qu'on le défend, au moins dans votre organisation? Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, aux organisateurs du printemps de l'économie et également aux techniciens du CNAM qui ont rendu possible mon effectif pour que je puisse intervenir par Skype. Je suis sincèrement désolé de ne pas être parmi vous, mais je vais faire mon maximum pour faire de l'état. Alors, sur le rôle de l'OIT, comme vous l'avez rappelé, l'OIT, c'est donc la seule organisation des Nations Unies qui soit tripartite. Elle est même plus ancienne que les Nations Unies elles-mêmes, qui est en 1919. Il y a une chose qui est très importante à connaître sur l'OIT, c'est son objectif. L'objectif, dans sa création, ce n'est rien de moins que de concevoir la justice sociale. Puisque, quand les fondateurs de l'OIT ont créé, ils ont considéré que c'était la justice sociale, c'était une condition essentielle pour la paix universelle. Sortait de la Première Guerre mondiale, tout cela a été encore redit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ça a été un peu une bataille de l'OIT durant les 100 dernières années. Une chose intéressante également à rappeler sur l'OIT, c'est qu'au moment de la Constitution, on avait déjà, les fondateurs avaient déjà en tête les risques que pouvaient recouvrir des échanges internationaux qui seraient développés. En fait, maintenant, de nos jours, on appelle ça la mondialisation, mais bon, à l'époque, il n'existait pas encore la mondialisation. Et c'est pour ça que sur le préambule de l'OIT, il est bien indiqué, bien mentionné, le risque, je vais citer pour être exact sur le terme, le risque de la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain qui ferait obstacle aux efforts de notre nation désireuse d'améliorer le sort des travailleurs dans notre propre pays. Alors, tout ça, ça a l'air compliqué, mais déjà à l'époque, à ce moment, on avait perçu qu'il y avait un risque de dumping social entre les États et que l'OIT a pour rôle d'harmoniser un peu les droits sociaux entre les États pour qu'on puisse avoir une justice sociale et une paix.
Donc l'OIT a été longtemps connue pour son travail normatif. Son travail normatif, il repose sur le travail de ses membres tripartites, le gouvernement, les employeurs et les représentants des travailleurs, qui décident de normes. Nous avons à l'heure 189 conventions pour l'ensemble des champs du droit du travail, à la fois des relations collectives et des relations individuelles du travail. Il y a 204 recommandations. Bon, je vous passe un peu là-dessus. Donc ça, c'était vraiment le cœur du travail du BIT pendant de très nombreuses années. Ça l'est encore. Hein. Mais dans les années 90, au moment où vraiment la mondialisation s'accélérait, où on s'est rendu compte que tout n'était pas merveilleux dans cette mondialisation, qu'il y avait des gagnants et des perdants. Mais en même temps, l'OIT commençait un peu à être mise en doute sur sa capacité à créer de nouvelles normes. C'est vrai que les normes du BIT couvraient déjà l'ensemble, comme je l'ai dit, des relations individuelles et collectives du travail. Il y avait de moins en moins de pays qui étaient disposés à ratifier des nouvelles normes. Donc il fallait essayer de trouver un nouvel élan pour cette organisation et pour cet objectif de justice sociale. Donc c'est à ce moment-là que la direction générale du BIT a décidé de mettre en œuvre ce qu'on a appelé l'agenda du travail décent, qui sert depuis le début des années 90 et encore maintenant, un peu comme d'essence au moteur de l'organisation. Cet agenda du travail décent, il repose sur 4 piliers. 4 piliers, d'accord. Le premier, c'est donc les normes et principes fondamentaux du travail. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, je les rappelle, c'est la liberté d'association, la liberté syndicale, en gros, la lutte contre le travail forcé, la lutte contre le travail des enfants et la lutte contre les discriminations. Ça, c'est le premier pilier, c'est la promotion de ce corpus de droits. Le deuxième pilier, c'est la promotion de l'emploi productif. Donc, c'est la création d'emplois, en fait, et faire en sorte que cet emploi, en plus, soit de qualité. Le troisième pilier, c'est le renforcement de la protection sociale. Pendant longtemps, on a considéré qu'avec le développement venait la formalisation des emplois, et donc la formalisation des emplois venait l'accès à la sécurité sociale. On s'est rendu compte que la formalisation des emplois n'allait pas toujours de soi, et donc il fallait trouver de nouveaux moyens pour que les travailleurs, qu'ils soient formels ou informels, aient accès à la protection sociale. Et enfin, le dernier pilier de ce travail décent, c'est le dialogue social, la promotion du dialogue social. Donc, sur la base de cet agenda du travail décent, l'organisation s'est complètement réorganisée afin de faire la promotion de cet agenda et à essayer de combiner ces différents outils, les normes, mais aussi la coopération technique auprès des États, auprès des employeurs et des syndicats, afin de les accompagner dans leurs réformes, afin de les accompagner dans la mise en place de nouveaux droits, les accompagner dans, par exemple, on forme les gens à la négociation collective, on forme les syndicalistes, on forme les employeurs à la négociation, au dialogue social. Le BIT a également mis en place des programmes intégrés, comme par exemple Better Work, sur lequel on a certainement l'occasion de revenir plus tard, qui permettent d'accompagner les entreprises, en particulier dans le secteur textile. Et également, l'autre volet un peu de cet agenda du travail décent, c'était une mobilisation de l'OIT dans les instances internationales pour porter une vision plus sociale dans la mondialisation. Et c'est pour ça que l'OIT a intégré le G20 et a une voix dans le G20, dans les différentes instances du G20, et a essayé de pousser le travail décent dans les objectifs de développement durable des Nations Unies. Voilà. Je vous propose, oui, qu'on en reste là pour cette première partie. Donc, ces 4 piliers, je me tourne vers Philippe Askenazi, ces 4 piliers, donc je répète, les normes, la promotion de l'emploi productif, la protection sociale et le dialogue social, ces 4 piliers, on a l'impression que c'est un bel agenda,
Et en face, il y a un certain nombre de forces à l'œuvre dans ce qu'on appelle la mondialisation, donc depuis les années 90. Comment est-ce que ça peut cohabiter? Est-ce que la nature même de la mondialisation peut favoriser ou constituer un obstacle à ce qu'on appelle, ce que Guillaume Delautre et l'OIT appellent le travail décent? Oui, merci. Déjà, merci de l'invitation, j'en profite, et notamment aussi au fait que Guillaume Delautre a pu s'exprimer. Et c'est, je pense, important d'avoir en tête que cette question du travail décent est justement de prendre le travail dans toutes ses dimensions. Et la problématique que soulève la mondialisation aujourd'hui, c'est qu'il a plutôt tendance à découper les questionnements autour du travail, et une mondialisation qui, même si le mot est très très galvaudé, a une nature quand même particulière, c'est qu'elle est fondamentalement néolibérale. On a déjà connu des phases de mondialisation avec des périodes très particulières où on a par exemple mis en œuvre la colonisation au XIXe siècle, donc une autre forme encore de mondialisation et de commerce qui n'est pas nécessairement meilleure que celle d'aujourd'hui. Mais si vous voulez, cette transformation néolibérale de la mondialisation, elle s'est construite donc plutôt dans les années 1990, et mon interprétation de l'apparition du sujet du travail décent porté par l'OIT est une forme de réaction au fait que les autres grandes organisations multilatérales qui portent la mondialisation ne se préoccupaient pas du travail. Ou même lorsqu'on regarde le cas de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, celle qui organise d'une certaine manière la mondialisation des échanges de biens et de services, eh bien, en 1996, il y a ce qu'on appelle la déclaration de Singapour, où les acteurs de l'OMC, les États, disent on va juste respecter des droits fondamentaux, mais finalement, dans la construction de la libéralisation mondiale, on ne va pas se préoccuper de la question du travail, du droit des travailleurs, avec une vision que finalement, s'en préoccuper serait un coin potentiel pour des politiques qui iraient à l'encontre de cette libéralisation, donc vers le protectionnisme. Et par exemple, on voulait absolument éviter qu'éventuellement un État dise « Eh bien, je vais mettre des tarifs douaniers contre tel autre État parce que justement il fait du dumping social ». Et donc on a parfaitement accepté d'une certaine manière que les règles du jeu étaient avant tout la capacité pour chaque État de mener un dumping social, ou tout du moins ne pas faire en sorte que les États évitent de rentrer dans ce type de logique. Et donc vous parliez du cas du Bangladesh, et c'est aussi cela, on rentre, certains États rentrent dans la mondialisation à travers alors je ne sais pas s'il faut employer dumping social, mais avec une situation où se prolonge une faiblesse des droits et un éloignement de la question du travail décent. Alors ça, c'est la mondialisation des biens et des services, mais dans le même temps, il y a eu un phénomène de mondialisation financière et une mondialisation des stratégies économiques. Et là, ça a été aussi porté par d'autres organisations multilatérales qui sont la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Alors je vois qu'il y a beaucoup de lycéens, c'est des choses que vous voyez normalement au programme en ES, en économique et sociale. Et la mondialisation, cette mondialisation des idées politiques s'est traduite par une vague de privatisation, et en même temps, on parlait de rigidité du marché du travail, et donc on a libéralisé le marché du travail. Et les conséquences de cet autre type de mondialisation sont, je pense, plus importantes même que la question des échanges, puisque ça s'est traduit par
une destruction des bastions syndicaux. Les bastions syndicaux, quels que soient les États qui soient avancés ou émergents, étaient dans les services publics. Et puis, la flexibilité du marché du travail, elle a réduit en fait les pouvoirs de négociation collectifs ou individuels. Donc, tout le quatrième pilier, en quelque sorte, celui du dialogue social, mais une part également du premier pilier, n'ont cessé de s'effriter, et ça a été en quelque sorte accéléré par la chute même du mur de Berlin. Alors je ne dis pas qu'il faut regretter la chute du mur de Berlin, mais il faut bien voir qu'il y a eu un petit jeu du chat et de la souris entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest autour des questions de travail. Il a été défendu des deux côtés une liberté syndicale, mais appliquée à l'autre. Donc le bloc soviétique soutenait un syndicalisme qu'on va dire proche des partis communistes dans à la fois les pays en développement et dans les pays de l'Ouest, et inversement, on avait même des situations totalement schizophréniques avec le cas, si vous prenez le cas de Margaret Thatcher, qui d'un côté essayait de casser les syndicats britanniques et que d'un autre réclamait la liberté syndicale dans le bloc de l'Est et soutenait Solidarnosc de manière massive. Et tout cela était finalement une situation qui était plutôt favorable à l'OIT, favorable au développement de la liberté syndicale. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un reflux de cette liberté. Et donc, ce refus pose un problème pour promouvoir le travail décent. Parce que non seulement c'est un des piliers, mais aussi il a tendance à affaiblir les autres piliers. Puisque lorsque vous voulez promouvoir la sécurité sociale ou éviter ou avoir une bonne sécurité au travail, eh bien le dialogue social, la présence d'organisations syndicales puissantes sont en fait une des conditions d'une véritable performance pour aller vers le travail décent. Donc on en reste étonnamment aujourd'hui en quelque sorte au milieu du gué du fait de cette faiblesse. Et on avance sur la problématique du travail décent à travers deux dimensions. Une moraliste, on va essayer de convaincre à la fois les consommateurs, les entreprises que moralement ce n'est pas bien d'avoir des lieux qui soient avec une telle insécurité au travail, ou ce n'est pas bien qu'il y ait des discriminations, ce n'est pas bien qu'il y ait du travail des enfants. Mais ce bien au sens véritablement moraliste du terme. Et puis le second élément, c'est un élément d'optimisation. Et ça, les entreprises en sont de plus en plus conscientes, c'est-à-dire que par exemple, garantir de bonnes conditions de travail, en tout cas, c'est une garantie d'une meilleure productivité. Et donc, elles rentrent dans une logique où finalement, on va aller vers le travail décent, on va s'engager, notamment les multinationales, et aussi vis-à-vis de leurs sous-traitants, parce que le travail décent veut dire peut-être meilleure organisation du travail, plus grande fiabilité, moins de coûts au bout du compte, des consommateurs plus satisfaits, etc. Mais vous voyez bien que ça ne va pas à l'infini. Lorsqu'on va sur la problématique, par exemple, sécurité versus santé, voilà, ces deux sujets qui sont mis souvent ensemble, eh bien, ce qu'on constate, c'est que les multinationales se préoccupent beaucoup de la sécurité, mais en fait très peu de la santé. Pourquoi ? La santé, c'est par exemple être exposé à des produits cancérogènes. Pour les multinationales, c'est pas très très grave, parce que vous allez avoir le cancer dans 20-30 ans, et donc ça ne joue pas sur votre productivité d'aujourd'hui. C'est intéressant de voir qu'elles se concentrent sur certains sujets immédiats, en quelque sorte, qui garantissent leur performance, et pas sur d'autres dimensions. Et à nouveau, parce qu'il manque une capacité d'un mouvement collectif et d'un mouvement social. Et alors je conclurai là-dessus, il y a une autre conséquence de cette faiblesse, en fait une double conséquence de cette faiblesse du pilier de démocratie sociale. C'est que d'une part, la démocratie sociale, c'est aussi un moyen de promouvoir la démocratie
à travers le monde. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est en face à une recul des démocraties à travers le monde, la montée des populismes, même dans les démocraties les plus anciennes. Et je pense que une partie de ces difficultés viennent de la faiblesse de ce pilier. Et puis le second point, c'est qu'on assiste à progressivement, au niveau mondial, un déplacement du partage des richesses qui va de plus en plus vers le capital et de moins en moins vers le travail. Et que là aussi, on a un élément profond d'instabilité pour évidemment d'iniquité, mais aussi donc d'instabilité. Donc, je n'ai pas vraiment nécessairement de solutions et d'éléments prescriptifs à donner, mais je crois qu'il faut, au lieu, on a souvent une tendance à vouloir condamner la globalisation, la mondialisation, mais voilà, dans cette condamnation, on s'interroge assez peu sur la nature. Et lorsqu'on interroge véritablement la nature, eh bien, on voit que c'est la résultante de choix. Et ces choix pourraient être mis en discussion au niveau au moins des États qui se prétendent être porteurs des droits les plus avancés, et notamment l'Union européenne. Voilà, j'arrête là-dessus. Merci. Merci. Alors, ce que je vous propose, Guillaume Delautre, je vous repasserai la parole après, mais je voulais finir avec ce premier tour de table avec Neila Ajaltouni, parce que Philippe Askenazi a parlé de l'aspect moral et de l'aspect strictement, je dirais, productif, économique. Vous, avec votre collectif éthique sur l'étiquette, qui est d'ailleurs apparu dans les années 90, un peu comme la mondialisation, vous travaillez sur l'émergence de nouveaux pouvoirs. C'est-à-dire, il y a les salariés, il y a les syndicats et puis les entreprises et les gouvernements. Et là, vous faites émerger un nouveau pouvoir qui est peut-être aussi celui des consommateurs, c'est ça ? Merci beaucoup également pour l'invitation, merci pour cette introduction. Oui, dans cette... on promet une troisième voie, si je puis dire, qui est celle effectivement de la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire des citoyens avant la mobilisation des consommateurs, et surtout qui est celle des droits et du droit en général, puisque ce qu'a évoqué Monsieur Guillaume Delautre, quand on parle de l'OIT, on dit que les normes sociales existent, et ces normes sociales encadrent des droits sociaux, des droits fondamentaux qui existent. C'est-à-dire que le travail décent est encadré dans le monde par des normes internationales. On n'a pas le droit de faire travailler des enfants, on n'a pas le droit d'exploiter une main-d'œuvre, on n'a pas le droit d'empêcher un travailleur, où qu'il soit dans le monde, qu'il soit de l'informel en non-informel, d'être mis en danger. Mais ce que la communauté internationale n'a pas réussi à faire, c'est d'imposer le système qui oblige la mise en œuvre de ces droits. Donc on est vraiment sur cet aspect. Le socle de droit existe, le processus normatif existe, mais quels moyens on a au niveau de la communauté internationale dans cette mondialisation tout à fait libérale, effectivement, qui n'a pas été accompagnée des garde-fous pour que ces droits soient respectés. Et je dirais que les Nations Unies ont un peu l'inconvénient de son avantage, c'est-à-dire qu'ils rassemblent, et notamment à l'OIT, toutes les parties prenantes, mais pour mettre d'accord un maximum d'États, on n'a pas réussi effectivement à faire en sorte que le système international soit obligatoire et notamment assorti d'un système de sanctions. Il y a un élément aussi que je voudrais évoquer. Alors c'est vrai que le collectif Éthique sur étiquette s'est fondé en 1995, on est en pleine mondialisation économique. C'était une ONG, un ensemble de collectifs, un collectif d'ONG, de syndicats, d'associations de défense des consommateurs qui fait pression sur les multinationales et cherche à renforcer la législation. Parce qu'on parle effectivement de moins-disant social, et lorsque la mondialisation, enfin le questionnement à l'origine de la création du collectif Éthique sur l'étiquette, c'est est-ce que la mondialisation économique, par l'accroissement des échanges, a tenu sa promesse de permettre aux populations, notamment les plus pauvres, de sortir de l'extrême pauvreté, d'avoir les moyens de son développement, notamment les populations les plus vulnérables dans les pays en développement. Et il se trouve que dans des secteurs emblématiques comme le secteur textile, la réponse a été
positif dans un premier temps, dans les années 90, c'est-à-dire il a permis l'accès à des femmes, hein, le secteur textile dans le monde, dans la confection, c'est 85% de femmes ouvrières. Il a permis à une partie de ces populations de sortir de l'extrême pauvreté, mais elles sont rapidement venues grossir les rangs des travailleurs pauvres. Et ça, c'est un phénomène aussi qui se déploie dans le monde. On a des travailleurs, mais qui n'ont pas les moyens d'être rémunérés suffisamment, ou en tout cas qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, à leurs droits fondamentaux, notamment par le fait de salaires extrêmement bas, d'une absence de protection sociale, etc. Donc dans des secteurs entièrement dérégulés comme le secteur textile, c'est un secteur au départ qui a fait l'objet d'un protectionnisme, notamment pour protéger les économies européennes, mais de petites économies. Et puis à partir des années 2005, l'accord mondial qui encadrait des quotas de production d'exportation textile s'est terminé dans le cadre du GATT, de l'OMC, et donc le secteur a été entièrement libéralisé. Donc effectivement, les États qui avaient à disposition une main-d'œuvre abondante, peu chère, parce que peu qualifiée, hein, jusqu'à présent, on n'a rien trouvé de plus efficace, je dirais, qu'une femme derrière une machine à coudre pour fabriquer des vêtements. C'est comme ça qu'on fabrique encore des vêtements. En même temps que donc, les États ont joué le jeu du moins-disant social pour attirer les investissements, il y a un acteur qui a émergé, dont le nombre a été multiplié par 10 en 40 ans, ce sont les multinationales. Donc aujourd'hui, parmi les 100 entités économiques les plus riches de la planète, 70 d'entre elles sont des entreprises multinationales. Ça laisse 30 qui sont des États. Donc parmi les 100 plus grandes puissances dans le monde, vous avez des États qui sont plus puissants que le Bangladesh. Et moi, je dis que les États. Et je dis souvent, H&M est plus fort que le Bangladesh. Donc lorsque le Bangladesh cherche à élever ses normes sociales, s'il le cherche, augmenter les salaires, encadrer, permettre la liberté syndicale, il s'expose à des délocalisations massives d'entreprises qui vont chercher du travail moins cher, etc. Il se trouve que par ailleurs, le Bangladesh, c'est très particulier parce qu'il concentre un peu toutes les entorses aux normes internationales du travail avec une grande connivence entre le monde économique et le monde politique. Mais le Rana Plaza que vous évoquez au départ, il est vraiment l'illustration de cette mondialisation dérégulée et du poids des multinationales. L'autre aspect central... Une petite parenthèse, ce qui était frappant dans l'histoire du Rana Plaza, c'était que dans les décombres, on a trouvé tout un tas d'étiquettes. C'est pour ça que je suis content que vous soyez là, parce qu'on a trouvé les étiquettes de toutes les marques qui sont très populaires à l'Ouest. Et donc, cet effondrement s'est fait sur des marques, quoi. Oui, le Rana Plaza, il a vraiment, donc ça peut être une surprise, c'était un grand choc pour nos ONG, mais pas une surprise. Ça faisait des années qu'on alertait sur l'état déplorable des usines au Bangladesh et surtout la liberté dans laquelle les multinationales de l'habillement avaient été laissées pour produire à moindre coût, pour vendre à très bas prix. Il y a cette question, la distorsion du prix aussi, pour vous, étudiants économistes, c'est quelque chose qui doit vous intéresser, mais surtout pour augmenter leur profit. Mais le Rana Plaza, c'est la face émergée de l'iceberg. C'est la face qui montre en fait quelque chose d'extrêmement important. C'est la façon dont on a, dans la mondialisation, laissé l'acteur le plus puissant, l'acteur économique le plus puissant, les multinationales, agir en toute impunité. Et parmi les acteurs de la mondialisation, tous les acteurs sont redevables, hein, les citoyens sont redevables, on peut être puni par la loi. C'est le cas des États également, il y a une redevabilité. Mais ces multinationales n'ont pas été appréhendées par le droit et ne sont pas aujourd'hui redevables. Donc quand on produit au Rana Plaza aujourd'hui dans la mondialisation, on peut ne pas être tenu responsable pour les impacts négatifs socio-environnementaux de l'activité. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre travail aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la réalité juridique rattrape la réalité économique. On n'a plus une entreprise qui a ses propres usines, qui emploie ses propres salariés. La nouvelle division internationale du travail s'est accompagnée aussi de l'explosion de la sous-traitance. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle contractualise, elle sous-traite, et donc elle n'est pas responsable, une multinationale, hein, des conditions de travail dans ces chaînes de sous-traitance. C'est le cas aussi pour l'explosion du groupe de sociétés en filiales, etc. Donc les capitaux remontent, le profit remonte, on n'arrive pas à faire redescendre la responsabilité. Et c'est cette impunité juridique, hein, parce qu'économiquement, une multinationale n'est pas appréhendée par le droit. C'est tout le travail qu'on a cherché à faire au collectif Éthique sur l'étiquette avec un ensemble d'ONG et de syndicats pendant 4 ans, qui s'est traduit par une grande victoire législative, dont je parlerai peut-être tout à l'heure, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette impunité, pas nécessairement pour poursuivre les multinationales, mais pour que lorsque
Leur activité se traduit par des impacts environnementaux, des impacts sociaux, des marées noires dans le golfe du Mexique, l'exploitation de travailleurs dans les mines à coltan pour fabriquer nos téléphones portables, les déplacements de population, elles puissent être tenues juridiquement responsables et donc traduites aussi devant des tribunaux. Et c'est en fait le fait qu'il n'y ait pas de sanctions qui fait encore que le travail décent n'est pas un agenda. Donc la norme existe, le travail décent existe, on doit avoir les moyens aujourd'hui de l'imposer, y compris par la loi, aux multinationales. Donc finalement, cette troisième voie entre effectivement l'incitation morale ou le profit, parce qu'on dit que bien faire de la responsabilité sociale d'entreprise, ça coûte aussi, et c'est comme ça. Il va falloir que les multinationales décident de faire évoluer leur modèle économique pour que les droits sociaux fondamentaux soient respectés. La troisième voie, c'est celle du droit, des droits, celle de l'obligation et des sanctions qu'on est capable de mettre en œuvre pour que ces acteurs les plus puissants soient tenus responsables et qu'on enraye cette course au moins-disant social. Merci. Merci. Je voudrais qu'on revienne vers vous, Guillaume Delautre, avec cette idée que vous travaillez, vous, de votre côté, sur des normes, on l'a vu, sur des piliers. Comment est-ce qu'on traduit ça? Comment est-ce qu'on, en termes très simples, comment est-ce qu'on peut obliger les parties prenantes, les gouvernements et les entreprises, à appliquer ces normes? Alors, je vais vous répondre. D'abord, il y a les normes. Donc, les normes, qui dit normes dit ratification par les États. Quand il y a ratification, ces normes deviennent normalement des lois nationales et les États sont censés les appliquer et les contrôler. Qu'est-ce que peut faire le BIT là-dedans? Il peut aider les États, former ses fonctionnaires à contrôler par exemple des usines, former des syndicalistes, former les employeurs, leur faire comprendre qu'il est important de suivre ces normes, parce qu'il en est finalement des droits de l'homme, et il en est également, enfin on peut voir ça aussi pour de très nombreuses normes, pour des questions d'efficacité économique aussi. Enfin, c'est des choses que beaucoup d'entreprises peuvent comprendre. L'autre aspect, c'est également accompagner les entreprises, faire de la promotion auprès des entreprises, leur rappeler les droits, les principes fondamentaux au travail, travailler avec elles, leur faire des partenariats. Le BIT, c'est pas quelque chose sur lequel je travaille personnellement, mais le BIT a signé des partenariats avec différentes grandes entreprises multinationales, y compris, il me semble, H&M, pour les accompagner dans ce travail d'application des normes. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre dans la complexité un peu de la situation. C'est quelque chose que Naïla a évoqué, c'est la montée en puissance des chaînes d'approvisionnement mondiales. Ce qu'on observe depuis les 20 dernières années, c'est une reconfiguration complète du commerce mondial et donc de la division internationale du travail qui pose de nombreuses questions pour à la fois la responsabilité des États et la responsabilité des entreprises. Ce qu'on a observé, c'est que à la fois le progrès technologique et la diminution des barrières tarifaires, des barrières douanières, a permis aux entreprises de diviser les tâches qui amènent à la création de biens et de services et de délocaliser ces différentes tâches en fonction souvent du coût de la main-d'œuvre. Donc, on en a l'exemple là, avec le Bangladesh et le textile, mais on a d'autres exemples, des secteurs à plus forte valeur ajoutée avec l'automobile, où une partie de la valeur ajoutée du secteur automobile, même français, est créée en Espagne, en Europe de l'Est, etc. Donc, on a observé une reconfiguration complète du commerce mondial et de la division internationale du travail. Au BIT, on observe que 1/5 des emplois dans le monde sont liés à ces chaînes d'approvisionnement mondiales.
un cinquième des travailleurs dans le monde sont liés à ces chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est plus 50% en 20 ans. On observe un certain ralentissement dans les dernières années. C'est lié au développement de la Chine qui évolue certainement vers des fonctions à plus forte valeur ajoutée. Mais en gros, ça reste à des niveaux très importants. Ces chaînes d'approvisionnement mondial, elles posent, à mon avis, deux types de questions. Le premier, c'est celui qu'on a évoqué avec Naïla, c'est celui de la frontière des entreprises, la frontière des responsabilités des entreprises, la capacité des entreprises à influencer leurs sous-traitants, l'action de leurs sous-traitants. Ça, c'est une question très compliquée et on a bien vu, la France a décidé de faire voter une loi imposant une forme de responsabilisation. Et on est très intéressé à l'OIT de suivre ça de près, de voir comment cette loi va être mise en œuvre, comment les entreprises multinationales qui sont concernées vont prendre en charge cette loi et vraiment la mettre en œuvre. Et l'autre question qui me semble importante en termes de travail décent, c'est plutôt une question de développement en fait. Ce qu'on voit, c'est que la multiplication de ces chaînes d'approvisionnement mondial a entraîné en gros une amélioration au niveau mondial de la productivité, mais dans le même temps une évolution des salaires qui n'a pas suivi. Donc il y a eu un fossé qui s'est créé entre la productivité et les salaires, et donc une mauvaise répartition en gros des profits, enfin des profits des entreprises. Et le risque de nombreux pays, c'est dans cette nouvelle reconfiguration, cette nouvelle division du travail, c'est de se positionner sur des segments du commerce qui sont voués à un développement assez limité. Quand on pense au Bangladesh en particulier, le Bangladesh a un positionnement sur le textile qui rend difficile un développement au-delà. D'autres pays beaucoup plus puissants que le Bangladesh, comme la Chine par exemple, ont très bien tiré profit des chaînes d'approvisionnement mondiales. On se développe très vite. Je ne mets pas de tout de côté toutes les questions de normes du travail qui sont sujettes à beaucoup de questionnements en Chine, mais il y a un développement économique qui a été très rapide grâce à un positionnement sur certains segments des chaînes d'approvisionnement mondiales. Et tous les pays dans le monde ne sont pas capables de se positionner sur des segments qui sont vraiment voués à un développement économique sur le long terme. Ouais. Juste une question sur la première partie de ce que vous avez dit. C'est développé de plus en plus dans les entreprises ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Et dans les programmes de RSE des entreprises, il y a de plus en plus de programmes qui engagent, sur lesquels les entreprises, si j'ai quelques exemples en tête, s'engagent sur toute la filière, c'est-à-dire les chaînes de production dont vous parlez, des gens qui fabriquent des téléphones portables et qui ont des programmes de RSE, essayent de dire on va essayer que la production jusqu'au tout départ des matières premières soit saine, au moins soit à peu près saine. Est-ce que vous, c'est juste une question précise, mais est-ce que vous voyez, vous, dans les entreprises, cette responsabilité sociétale des entreprises, cette RSE, comme un moteur, pour reprendre ce que disait Philippe Eskenazi tout à l'heure, un moteur vertueux? En tout cas, c'est pas un moteur non vertueux. Enfin, je pense qu'il y a clairement dans de nombreuses entreprises, en particulier dans les entreprises françaises, des entreprises européennes, une prise de conscience de la limite de leur modèle économique et du bien fondé de la division du travail. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place ces politiques de RSE. Dans un travail récent qu'on a mené ici au BIT, on s'est rendu compte que, en gros, les entreprises européennes sont très très avancées sur ces questions de RSE. Elles prennent des engagements beaucoup plus élevés souvent que d'autres entreprises dans le monde, en particulier les entreprises nord-américaines, les entreprises asiatiques, même de pays développés comme le Japon. Donc il y a clairement une prise de conscience. Malheureusement, ça ne concerne pas toujours tous les domaines des principes fondamentaux.
Ça, c'est quelque chose qui a été assez bien documenté par la recherche. Il y a dans les codes de conduite qui sont mis en œuvre par les entreprises, par les audits sociaux qu'elles peuvent mettre en place chez leurs sous-traitants, il y a souvent une insistance sur certains volets des principes fondamentaux et des normes de travail. On insiste souvent beaucoup sur le travail des enfants, ce qui est une très bonne chose, mais c'est quelque chose qui est souvent plus facile à contrôler que d'autres éléments. On insiste beaucoup souvent sur la santé et sécurité. C'est très bien aussi. Je ne vais absolument pas reprocher aux entreprises de ne pas s'occuper de la santé et sécurité, à la fois de leurs salariés et de leurs sous-traitants. En revanche, ce qu'on voit beaucoup moins, on le voit plus dans les entreprises françaises, dans les entreprises allemandes qu'ailleurs, mais on le voit quand même beaucoup moins, c'est une préoccupation pour la liberté syndicale. C'est quelque chose qui se retrouve très rarement dans les codes de conduite, dans les codes de conduite, dans les audits sociaux. C'est quelque chose qui est, il est vrai, très difficile à contrôler. Et pourtant, c'est quelque chose, on le dit, c'est un des principes fondamentaux. C'est ce que disait Philippe Ashkenazi, c'est-à-dire si ce quatrième pilier, le pilier du dialogue social, n'est pas solidifié, tous les autres tombent. C'est vrai que si on ne peut pas compter sur des syndicats libres et qui peuvent mobiliser les travailleurs, c'est difficile de vraiment mettre en œuvre les autres normes du travail. Bon. On a vu des progrès, hein. Je ne veux pas noircir complètement le portrait, hein, mais je pense que ces progrès resteront limités tant qu'on ne permettra pas une plus grande liberté syndicale. Philippe Ashkenazi, par rapport à ce que vient de dire Guillaume Delautre et ce que disait en filigrane Naila Jaltouni, c'est-à-dire finalement on ne peut pas grosso modo faire confiance à vos bonnes pratiques, il faut des législations et puis les impliquer, et les appliquer, est-ce que on peut faire confiance, excusez-moi c'est une question un peu brutale, mais on peut faire confiance aux multinationales dans ce débat sur le travail décent ou c'est juste une utopie ? Alors, je ne vais pas donner une réponse absolue, mais disons, au sein de ces multinationales, en tout cas, lorsqu'on rencontre les acteurs qui portent la RSE en leur sein, il y a... pour eux, ce n'est pas du social ou du greenwashing, c'est une véritable démarche. Donc, il y a une sincérité parmi les acteurs au sein des entreprises. Surtout en Europe, on a vu. Ça. Surtout en Europe, mais c'est vrai aussi en partie aux États-Unis. Mais je parle bien de ceux qui, au sein de ces entreprises, s'investissent autour de cette question-là. Or, qu'est-ce qu'on voit à côté? C'est que les directions financières, d'autres directions opérationnelles, finalement, vont considérer que c'est plutôt des éléments d'obstacle à leur performance. Donc il y a des tensions en fait qui sont importantes au sein de ces multinationales. C'est quelque chose de classique, hein. On le constate même en dehors même de la mondialisation, dans des grandes entreprises à un niveau national, il y a toujours ces tensions qui sont présentes. Et donc il faut, pour arriver à changer le rapport de force interne, il faut créer un rapport de force externe. Donc on l'a vu avec la problématique des consommateurs, ce que je défendais moi avec des syndicats. Essayer de réfléchir à une problématique des droits syndicaux, mais en venant au-delà des multinationales, c'est ça, c'est essayer de créer des éléments de rapport de force vis-à-vis des multinationales qui, au bout du bout quand même, c'est l'élément premier qu'elles arrivent à comprendre. Donc ça demande, vous voyez, aussi une mobilisation des citoyens dans nos pays, c'est-à-dire que nous comme consommateurs, mais aussi nous vis-à-vis potentiellement de nos États, et peut-être on va avoir un débat sur qu'est-ce que c'était, puisque ça a été un petit peu lancé, hein, cette loi de mars 2017, quel est véritablement son sens, qu'est-ce que va être sa réalité. Je propose que Naila nous explique ce que c'est que cette loi de mars 2017, qui est une grande victoire quand même.
très grande victoire de la société civile, la mobilisation citoyenne. Peut-être avant un peu moins optimiste que Guillaume sur la question des codes de conduite, c'est-à-dire et de la RSE. Le Rana Plaza. Je vous sentais bouillir pendant que je parlais de RSE. Là. Parce qu'en fait, ça dépend des secteurs. Dans le secteur textile, on a un modèle économique. Ça dépend du modèle économique. Le modèle économique dans le textile, c'est produire à moindre coût, minimiser les coûts de production, au premier rang desquels le salaire. On ne peut pas faire de la RSE sur la base de ce modèle économique. Et le Rana Plaza, c'est 20 ans après Nike dans les années 96, c'est 20 ans de code de conduite, 20 ans d'audits sociaux, 20 ans de RSE. La RSE, elle émerge d'ailleurs aux États-Unis dans les années 90. Donc nous, c'est pas qu'on n'est pas... évidemment que c'est mieux qu'une entreprise prennent des mesures RSE, mais on voit bien que puisque la RSE ne concerne que les normes volontaires, c'est-à-dire les initiatives que l'entreprise volontairement met en œuvre, elle n'en a pas l'obligation, ça donne 20 ans après des Rana Plaza. Ensuite, sur les directions, effectivement, on dialogue beaucoup avec les entreprises, on leur tape un peu dessus, on dialogue aussi énormément avec elles. Effectivement, c'est le gros problème, c'est que tant qu'on aura isolé en interne des directions RSE qui sont chargées d'avoir des propositions, qui ont peu de moyens, qui sont chargées de répondre à la société civile et aux consommateurs, on ne touche jamais au modèle économique et les actionnaires ne sont pas non plus du tout impliqués. Donc c'est pour ça que la RSE ne fonctionne pas. Par ailleurs, les études méta-éco qui existent jusqu'à présent, méta-économiques, disent que c'est parce qu'on est performant qu'on fait de la RSE, qu'on a les moyens de faire de la RSE et pas l'inverse. Donc ça, c'est un rapport intéressant et c'est pour ça que nous, on lutte pour qu'il y ait une obligation de RSE, que ce ne soit pas un choix de faire de la responsabilité sociale de l'entreprise. On doit d'abord sanctuariser un socle de droits sociaux et fondamentaux. On paye correctement les gens, on n'exploite pas la main-d'œuvre, on ne fait pas de déplacement de population, on protège l'environnement, c'est-à-dire on contribue à l'intérêt général. Et aujourd'hui, on est obligé d'en passer par la loi pour contraindre les multinationales à participer à l'intérêt général. Et c'est ce qu'on a fait pendant 5 ans. À la lumière du Rana Plaza, mais la réflexion avait déjà commencé bien avant, avec une coalition d'ONG et de syndicats, donc Éthique sur l'étiquette, bien entendu, mais aussi Amnesty International, Sherpa, le CCFD, puis les syndicats. En fait, en 2011, les Nations Unies ont un peu poussé au plus loin, au plus haut, le processus normatif en adoptant des principes qui s'appellent les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains. Et c'est la première fois que la communauté internationale adopte un texte dans lequel elle reconnaît à une multinationale une responsabilité pour les impacts de son activité sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, de sa chaîne de valeur, c'est-à-dire au-delà du seul lien capitalistique ou du premier rang de la chaîne de sous-traitance. À charge pour les États de traduire ces principes dans leur législation, puisqu'on ne peut pas faire confiance aux entreprises, manifestement, à la lumière des drames que nos ONG documentent année après année, évidemment. On ne parle pas de petites entreprises, de PME, voilà, on parle des impacts sociaux massifs et environnementaux massifs. Et donc, on a cherché à faire en sorte qu'en France, dans un premier temps, mais avec l'idée, bien sûr, d'une norme internationale et européenne, on puisse dépasser la question du voile juridique pour qu'une multinationale française puisse être tenue responsable des impacts sociaux et environnementaux de son activité au-delà des frontières. Donc pendant 2 ans, on a travaillé à produire de l'argumentaire avec des députés extrêmement engagés qu'on a mobilisés. On a créé un cercle de réflexion parlementaire sur la base de ces principes directeurs au niveau international, à qui on a proposé de travailler, de déposer une proposition de loi. Donc pour les étudiants, vous savez très bien qu'en France, on a 2 façons de légiférer. On a les projets de loi portés par le gouvernement et puis les propositions de loi qui émanent des députés, qui peuvent être des parlementaires, des députés comme des sénateurs. Là, on a travaillé avec des députés de plusieurs bords qui ont voulu se saisir de cette question, s'associer aux ONG, aux syndicats, qui ont été poussés aussi par leurs citoyens. Au niveau local, il y a une grosse mobilisation. Et on a travaillé avec des juristes, avec des économistes pour voir quelles étaient les opportunités d'une loi en France selon laquelle on puisse casser ce voile juridique. Le Rana Plaza arrive en 2013 et a eu peut-être cette utilité d'un écho et d'un bouleversement médiatique, politique et juridique du coup, et qui a poussé les parlementaires, les entreprises à se poser des questions et le gouvernement plus ou moins a commencé à entendre les revendications de la société civile autour de cette loi. 3 ans de campagne
de mobilisation nationale, avec des pétitions, beaucoup de prises de parole dans les médias, mais aussi des colloques, des médias qui ont été extrêmement intéressés. 3 ans de contre-lobbying extrêmement puissant des grandes entreprises françaises, il faut vraiment le souligner, c'est-à-dire qu'on avait en plus à l'époque un ministre de l'économie, M. Macron, qui était un des premiers opposants à la loi, et d'autres ministères ont été beaucoup plus impliqués, ont considéré en effet qu'il fallait qu'on ait ce type de loi, donc ça c'est une réalité, c'est ce qui s'est passé, et au final, ça a été la durée d'ailleurs, c'était de 2012 à 2017, malgré cette opposition du monde économique, mais aussi avec l'appui de certaines entreprises qui ont dépassé les prises de parole des grandes fédérations, on entend surtout le MEDEF, mais il y a aussi des entreprises qui considèrent que la norme peut faire partie que leur rôle peut être l'intérêt général. Donc, elles ont eu beaucoup de mal à s'exprimer, mais il y a beaucoup d'entreprises qui considèrent que ça peut être en effet un atout pour leur compétitivité, que c'est important qu'elles s'insèrent dans la mondialisation d'une manière correcte, parce que leurs consommateurs, parce que les citoyens se posent des questions. On le voit surtout sur le bio, sur les OGM, sur le secret des affaires. Au final, cette loi a fini par être adoptée, non sans mal, la dernière séance parlementaire, donc en mars 2017. C'est une grande révolution juridique et politique, puisque pour la première fois dans le monde, c'est une loi pionnière et d'autres pays nous ont emboîté le pas, on peut engager, ce qu'on appelle engager la responsabilité juridique d'une maison mère ou d'un donneur d'ordre pour les violations commises en dehors par des filiales ou des sous-traitants et pour les impacts sociaux ou environnementaux de son activité. Alors, pour finir juste sur la loi, qu'est-ce que vont devoir faire les entreprises très concrètement à partir des prochaines semaines, c'est-à-dire à la publication de leur prochain bilan annuel, elles publient des rapports financiers, elles vont devoir aussi publier ce qu'on appelle un plan de vigilance dans lequel elles vont identifier les risques de dommages, d'atteintes aux droits sociaux, à l'environnement que peut causer leur activité partout où elles opèrent. Quand on travaille dans l'extractif, on n'a pas les mêmes impacts que dans le textile ou dans l'électronique ou dans le secteur bancaire, et les mesures qu'elle va prendre pour empêcher que ces risques ne surviennent. Et le cas échéant, on pourra saisir un juge pour vérifier de la bonne publication de ce plan, de la bonne mise en œuvre, et un juge pourra, au bout de 3 mois, sous astreinte, contraindre la multinationale à montrer son plan de vigilance. La deuxième partie, qui est un peu la plus intéressante pour ce qu'on appelle les victimes de violations, c'est que si un dommage survient, si un nouveau Rana Plaza survient, si une marée noire qui détruit des moyens de subsistance de population survient, les communautés affectées pourront, par le biais de nos organisations, saisir un juge français qui va mener une enquête et décider si le dommage est apparu par manquement à cette obligation de vigilance désormais inscrite dans la loi française. Et l'enquête déterminera si d'autres éléments ont conduit au dommage. Et le cas échéant, elle pourra décider que l'entreprise est responsable et donc doit payer des dommages et intérêts, même si, je dirais, c'est une loi de compromis qu'on a dû beaucoup négocier. On a perdu sur le fait que c'est encore à la victime, c'est encore sur la victime que repose la charge de la preuve. Donc c'est aux communautés affectées de montrer la faute et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Donc ça demeure un parcours du combattant, mais enfin c'est une brèche dans l'impunité dont bénéficient aujourd'hui les multinationales. Mais pour cet aspect-là, les ONG sont là aussi pour aider les victimes à faire entendre leur voix, je suppose. Tout à fait. Le plan de vigilance prévoit en fait au minimum 5 éléments. Donc il y a un élément qui est une cartographie des risques. Et dans les éléments qui doivent être dans le plan, il y a aussi les mécanismes d'alerte. C'est-à-dire la multinationale doit intégrer dans son activité des mécanismes pour que les communautés affectées alertent sur les dangers. Et c'est le rôle effectivement de nos ONG syndicats d'appuyer ces populations et ces ONG syndicats au Sud, qui sont elles-mêmes tout à fait organisées, pour documenter ces violations et obtenir justice. Merci beaucoup à Guillaume Delautre, merci à Philippe Askenazi et merci à Naïla Ajaltouni pour tous ces bons éléments. Merci à vous.